Bonjour et bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Nous étions en train d'aborder, toujours dans ce chapitre 4, la notion de moi réincarnationnel et le lien avec les entités. Et Seth justement disait qu'il y avait un lien direct et qu'on n'était pas, si on pouvait se considérer comme un acteur dans une pièce de théâtre, ce qui peut être les ressentis dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, de vivre une expérience particulière. C'est en tout cas comme ça que Seth le présentait, en disant que on jouait un rôle avec tout le décor, toutes les personnes secondaires qui sont présentes. Eh bien, si on voit la vie de cette manière-là, Seth indique que nous ne sommes pas abandonnés, dit-il. Au sein de cette pièce qu'on a créée nous-mêmes, on est l'acteur, mais on est aussi le producteur. Et on n'est pas abandonné tout seul. Il y a le savoir et la connaissance qui sont disponibles, qui peuvent nous parvenir par le biais de ce qu'il appelle les sens internes. Voilà, donc il va détailler ça petit à petit. Mais donc c'est les sens internes, ce sont à la distance de nos sens physiques, nos 5 sens que l'on connaît, c'est ce qui nous permet donc d'être connectés. En tout cas, c'est un des moyens, je ne sais pas si c'est le seul, d'être connecté à notre entité, à notre moi profond complet. On continue donc à partir de ce moment-là. On est à la fin de la page 88. Le moi multidimensionnel dispose donc d'autres sources d'informations que celles qui sont données dans le cadre strict de la production. Voilà, toujours cette comparaison avec une pièce de théâtre ou une production d'un film. Donc le moi multidimensionnel, qui est donc notre moi au-dessus, a accès à beaucoup plus d'informations que nous, ce dont on a information dans notre vie. Voilà, d'autres sources d'informations que celles qui sont données dans le cadre strict de la production. C'était nous à notre échelle d'acteurs de nos vies. C'est comme ça que je l'entends en tout cas dans cette phrase-là. Et il dit dans la phrase suivante, chaque acteur sait cela d'instinct. Chacune des personnalités, chacune des personnes, dit autrement, chaque être humain dans sa vie, dans tout ce qu'on expérimente, c'est cela d'instinct, c'est qu'il y a plus à appréhender que ce que l'on perçoit directement. Il dit, au sein de la pièce elle-même, des périodes sont prévues pour que chaque acteur puisse se retirer et récupérer. Donc, c'est-à-dire que dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, dans tout ce qu'on expérimente, si on écoute bien son instinct, on sait bien que la vie est plus compliquée. Je parlais la dernière fois du sens de la vie, c'est-à-dire à quoi sert la vie ? Alors il y a depuis des milliers d'années, les philosophes, les théoriciens, les courants religieux essaient de répondre à cette question-là, chacun à sa manière. La physique et les sciences répondent aussi d'une autre manière. Donc pour certains c'est le hasard, pour d'autres c'est une expérimentation, pour d'autres c'est parce qu'on a mangé la pomme du savoir et que du coup on a été banni du paradis, donc on est là pour souffrir. Enfin, voilà, chacun a des réponses qui peuvent être très très différentes. Lui, Seth, ce qu'il disait, c'était plutôt qu'effectivement on est là pour expérimenter, parce que c'est quelque chose de particulier de venir dans le monde physique, expérimenter avec les règles du monde physique. Mais aussi tous les bons côtés qu'on ne comprend pas tant qu'on n'a pas vécu dans cette réalité physique. Et donc ça permet de faire grandir notre conscience de manière générale. Et quand on est dans cette vie-là, eh bien, Seth dit que donc d'instinct on a conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, et qu'il y a même des périodes qui sont prévues. Donc c'est déjà organisé. Moi ce que je comprends c'est qu'il y a vraiment un cadre
précis. C'est-à-dire, avant de s'incarner, on sait qu'on va déjà avoir ces continuités de moments prévus dans l'ensemble de ce qu'on a à jouer. Donc, prévu, voilà, pour que chaque acteur puisse se retirer et récupérer. Et pendant ces périodes, continue 7, les sens internes l'informent de ses autres rôles. Donc les autres rôles, c'est les différentes vies réincarnationnelles que l'on a, les unes à côté des autres, et qui se déroulent toutes en même temps. Donc en passant par le moi général, le moi complet, qui lui a accès à tout, eh bien on peut faire des passerelles et donc avoir accès à ces autres informations. Là, il disait les sens internes. Donc, les sens internes, ce serait, si vous reprenez le schéma que j'avais fait dans la séance précédente, donc ça doit être la 25.1, si je me souviens bien, j'ai fait des flèches dans les deux sens, qui va de l'entité vers la personnalité. Donc, j'avais appelé ça vie, voilà, vie A, B, C. Donc là, c'est les sens internes, c'est le côté descendant. C'est comme ça que 7 les nomme. Les sens internes l'informent de ses autres rôles. Et donc, chaque acteur, nous, autrement dit, comprend qu'il est davantage que le simple moi qui figure dans chaque pièce. Ce que Seth est en train de dire, là, c'est que c'est quand même, il y a un fonctionnement quand même qui est prévu, alors qui n'est pas quelque chose d'évident, de flagrant, que d'ailleurs peut-être les scientifiques n'ont pas encore trouvé, compris, on ne peut pas le mesurer, mais c'est prévu dans le fonctionnement de nos vies, des moments où les sens internes sont plus, j'allais dire plus actives, je sais pas forcément, mais en tout cas, si, parce qu'il dit pendant ces périodes, donc il y a des périodes vraiment qui sont définies, qui sont prévues. Pendant ces périodes-là, on se coupe un peu de notre rôle. Je disais aussi dans la séance précédente, il y a la notion de défocaliser. La grande capacité qu'a Jen, et c'est pour ça que a pu se passer ce lien entre Seth et Jen, c'est qu'elle était défocalisée, en partie, en tout cas, suffisamment, on va dire, de cette réalité physique pour voir au-delà, plus grand. Seth, il donne comme image quelqu'un qui est dans le noir avec une lampe qui est vraiment unidirectionnelle. On éclaire un endroit. Et bien ça, c'est la situation de notre vie quotidienne. On est focalisé sur un point. On regarde que ce point-là. L'idée, c'est d'ouvrir le champ pour capter un peu plus largement ce qui se passe autour et pas uniquement ce qu'on prend pour notre réalité ou la réalité. Je connais l'univers entier. Parce que voilà, aujourd'hui on envoie des sondes dans l'espace, on a exploré les fonds marins, on sait à peu près comment ça se passe sous la surface de la Terre. On connaît tout l'espace, enfin on connaît pas tout l'espace, mais on envoie des sondes et on dit que globalement on a compris le fonctionnement. Mais en fait, ça c'est un petit pouillème de ce qu'est la réalité. C'est vraiment ça qui est étonnant, en fait. C'est qu'il y a un champ complet à explorer. D'ailleurs, est-ce qu'il est ici ? Oui, j'ai juste... Voilà, donc c'est une petite bibliothèque, une partie. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Que sait-on vraiment de la réalité ? Un livre qui parle notamment, il me semble, il s'appuie sur la physique quantique, si je dis pas trop de bêtises, et il commence en disant, voilà, ce que nous savons, c'est le petit point au milieu. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous savons que nous savons. Homo sapiens sapiens, je sais que je sais. Donc ça, c'est le petit pixel représente ce que nous savons connaître. Je sais connaître à peu près ça, ce petit pixel-là. Et puis après, il fait la deuxième page, ce que nous savons que nous ignorons. Donc, je sais que je ne connais pas tout, et autour, il y a donc, voilà, une petite zone autour de ce pixel
Donc je vois à peu près, autour de moi, il y a quand même pas mal de choses que j'ignore. Bon. Et après, la troisième page, c'est ce que nous ne savons pas, que nous ignorons. Et là, c'est la page entière. Voilà, ce que nous ne savons pas, que nous ignorons. La page entière, pour se dire qu'on croit connaître quelque chose, on sait qu'il y a certains domaines qu'on ne maîtrise pas, et que, en fait, ce qu'on ignore, c'est même pas le « je sais que j'ignore ça ». C'est là, je ne sais pas que j'ignore une certaine quantité de savoir. Voilà, là aussi, c'est la quatrième page qui dit « Comme nous n'avons conscience que de 2000 bits d'information », donc c'est la manière de coder en informatique, je pense que tout le monde connaît ça aujourd'hui. Donc, nous n'avons conscience que de 2000 bits d'information sur les 400 milliards de bits que notre cerveau traite chaque seconde. Lorsque nous nous élevons contre de nouvelles connaissances, quel pourcentage de notre conscience s'exprime alors ? Donc, nous n'avons conscience que de 2000 bits sur 400 milliards qui est traité par notre cerveau en permanence. Et que quand il y a des nouvelles informations qui arrivent, comment on les traite et quel pourcentage de notre conscience est vraiment impliqué dedans. Donc, comment pouvons-nous penser tout savoir de tout ce dont nous ne savons rien ? Et ça illustre, je trouve, assez bien justement ce début de paragraphe, là, de séance, où on a besoin d'informations intuitives, on a besoin de se connecter à des choses dont nous n'avons pas au départ conscience. Notre conscience est en fait finalement quelque chose de microscopique par rapport à la somme de savoir et par rapport à l'ensemble de la réalité. Voilà, cette dit, donc, je redis à la fin de ce petit paragraphe, l'acteur, quand on est effectivement connecté directement à nos sens internes, dans ces moments où on se retire, on se coupe un peu, on défocalise de ce qu'on considère comme la réalité qui n'est que la réalité physique, à ce moment-là, nous comprenons que nous sommes beaucoup plus grands que le simple moi, là, présent, de ce dont j'ai conscience. Seth continue dans le paragraphe suivant en disant « Pendant ces périodes », je crois qu'il est défini un peu, voilà, il va dire un peu plus loin, enfin juste après, qu'est-ce que c'est ces périodes. Mais donc, pendant des périodes où on est donc connecté à nos sources internes, l'acteur, il est libéré des conventions qui le limitent dans la représentation. La représentation de théâtre, toujours la même image, il me semble, avec les conventions dont j'ai parlé dernière séance. La convention notamment du temps, de l'espace, le cadre de travail que nous nous sommes fixés avant de venir jouer la pièce. Quand on est dans ces périodes où on est connecté à nos sens internes, on est libéré de ces conventions, donc on voit au-delà des conventions. On comprend que ce ne sont que des conventions. Et on a donc accès à d'autres informations. Et à ce moment-là, Seth dit que, toujours l'acteur, il comprend qu'il a participé à l'écriture de la pièce. C'est dans ces moments-là qu'on peut se rendre compte que nous sommes le producteur de nos vies. Qu'il y a beaucoup plus d'informations, de contenu, de richesse dans la vie globale. C'est intéressant de se dire, à ce moment-là, on peut comprendre qu'on a participé à la création de notre vie, à l'écriture de cette pièce. Nous sommes producteurs, auteurs, acteurs
de notre pièce de vie. Et c'est là où il précise, ces périodes coïncident bien sûr avec vos phases de sommeil et avec les conditions du rêve. Donc des moments, effectivement, les périodes principales, d'où le fait, il disait juste avant, qu'il y a des périodes qui sont prévues. C'est-à-dire, il y a cette succession de jours, de nuits, de phases de sommeil, de phases d'éveil. Donc finalement, quand on est endormi, eh bien on est plus connecté à notre moi interne. Donc on est plus connecté à notre ou à la réalité complète. C'est quand on dort, dans certaines phases en tout cas de sommeil, notamment les rêves, qu'on a accès à plus d'informations ou à des informations plus justes, parce qu'on voit derrière les conventions. Et ça nous donne donc accès à, comme il dit, à l'écriture de la pièce. Et non plus seulement à je suis en train de vivre ma pièce et je souffre parce qu'il m'arrive ça, j'angoisse parce que, ou je suis très heureux parce que j'ai un petit bonheur, et que ça passe, et que comme tout change, on est dans cette course un peu dans la vie. C'est quand même très courant de courir, d'avoir toujours une petite échéance, soit qui nous stresse, soit qui nous fait du plaisir, et puis on avance comme ça, tac tac, de petit truc. Un peu la recherche du bonheur, c'est un titre d'un film, c'est un peu la quête de l'être humain. Et plusieurs textes philosophiques disent mais arrêtez de chercher le bonheur à l'extérieur de vous, on l'a mis à un endroit le plus secret et le mieux gardé, c'est à l'intérieur de vous. Donc c'est une autre manière de présenter les choses, là, comme Seth le redit, c'est qu'il y a quand même l'accès, en tout cas, à la réalité. Donc c'est pour ça, là, je fais un raccourci en disant que c'est aussi l'accès au bonheur, mais en tout cas, c'est l'accès à la compréhension de la vie, à voir les coulisses, déjà. Donc quand on voit les coulisses de notre vie, c'est quand même plus facile de relativiser, de prendre du recul par rapport à notre rôle. Ce n'est qu'un rôle. Ok, alors là, comme souvent, là je suis en train d'en parler, je suis devant un micro, je suis dans un endroit à peu près tranquille, je me suis donné un temps pour faire cette vidéo, donc là quand j'en parle, je dirais c'est facile aussi de ma part d'être très froid, beaucoup de recul. Bien entendu, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas non plus dans ce même état-là, et des fois je me laisse embarquer dans une situation. Mais j'essaie toujours de me dire, des fois, tac, je prends le recul, des fois je me laisse embarquer, et puis voilà, je pars dans l'action, et puis je vis le drame passion, comme il disait, la pièce passion cosmique, dans lequel j'ai voulu être. Et puis des fois, j'arrive à prendre un peu de recul, en disant, wow, je me détache un peu, alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vivre un truc, waouh! Mais wow, est-ce que c'est vraiment important là? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je réagisse comme ça? Est-ce que c'est vraiment lié à la situation? Est-ce que ça me renvoie à d'autres éléments de mon passé? Des angoisses de mon futur? De peur? De culpabilité? Quelles sont les émotions qui se réveillent en moi dans chaque situation de la vie? Et est-ce que c'est vraiment la bonne réaction à avoir? Est-ce que c'est vraiment l'émotion là que je suis censé vivre? Et puis après tout, est-ce que je peux pas prendre un peu de recul et puis prendre les choses avec un peu plus de légèreté, et que de toute façon tout change dans la vie, tout passe, les mauvais côtés, les bons côtés. Voilà, donc c'est une expérimentation. En tout cas, moi, c'est l'intérêt que je vois de réfléchir sur le sens de la vie et de mieux comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on est là. Donc encore une fois, je suis pas parfait, il y a plein de moments où je rentre tête bêche, tête foncée dans le panneau quelque part, et puis après coup, de plus en plus souvent, je m'en rends compte après coup, et puis de temps en temps, je m'en rends compte quand je suis encore dans l'action, que ça me permet de modifier, de me dire, waouh, voilà, tout de suite d'essayer de trouver la meilleure action dans la scène que je suis en train de vivre.
Donc Seth était en tout cas là en train de parler de ces périodes-là, et c'est notamment donc les rêves, hein, bien entendu, différentes phases de sommeil, et les rêves qui apportent le plus facilement de liens avec l'accès à ce qu'il y a derrière la scène. Mais ce n'est pas le seul moment, hein. Il dit également « Mais il y a d'autres moments où chaque acteur voit en toute clarté qu'il est entouré de décors, et où sa vision perce soudain la réalité apparente de la pièce de théâtre. » Donc ce ne sont pas des moments réservés aux rêves, hein. Ce n'est pas que quand on dort qu'on a accès à l'ensemble des informations. On peut aussi avoir des moments, c'est comme précis là ce qu'il dit, hein. Il y a d'autres moments où chaque acteur, ou chaque personne peut voir à travers sa vie, ce qu'il est en train de vivre, en toute clarté, que ce ne sont que des décors, que la scène, moi des fois je me dis, voilà, ah waouh, ce que je suis en train de vivre, non, c'est trop énorme, c'est trop énorme, c'est un jeu, c'est un scénario, et même en scénario on n'y croirait pas, voilà, ça ne peut exister que parce que la vie, c'est écrit, je l'ai écrit comme ça. C'est une histoire extraordinaire, des coups de ce qu'on appelle la chance, le hasard. Là, c'est improbable. Ça peut être en partie des éléments comme ça. Ça peut être aussi peut-être des moments, effectivement, moi je dis souvent des relaxations, des méditations, des temps où juste on écoute. Et qu'est-ce qu'on écoute ? Si on essaie de fermer un petit peu nos sens physiques, on est peut-être plus connecté à nous qui on est de manière profonde. En tout cas, c'est pas ici que Seth va décrire plus précisément ces moments, mais il donne donc 2 périodes en expliquant qu'on a cette capacité en nous, hein, c'est ça, il me semble qu'il faut retenir, que c'est prévu dans nos vies quotidiennes que nous ayons des moments de lucidité où on peut vraiment pleinement comprendre que nous ne sommes que en train de jouer un rôle. Il enchaîne dans le paragraphe suivant en disant « Cela ne veut pas dire que cette pièce n'est pas réelle. » Et il a demandé à Robert de souligner « réelle » ou qu'elle ne devrait pas être prise au sérieux. Le Seth redit là sous une nouvelle forme que nous sommes volontairement venus expérimenter quelque chose. Donc la pièce dans laquelle on joue, elle est réelle dans la mesure où on est en train de jouer dedans. Donc il faut y croire à fond. Un acteur qui est en train de jouer une scène dans un film ou au théâtre, s'il n'y croit pas à fond, s'il n'est pas plongé dedans, s'il n'est pas pleinement concentré à ressentir les émotions de son personnage, il passe à côté. Son texte va être mal dit, il va mal le jouer, il va pas être dans l'émotion. On dira ça sent faux, il y a un décalage. On ressent rien. Voilà. Et ben là, c'est un petit peu ça, ce que ça veut dire. Voilà. Cette pièce est malgré tout réelle. On a voulu venir expérimenter quelque chose, donc on est en train de l'expérimenter. Hein, donc ça ne veut pas dire que cette pièce n'est pas réelle ou qu'elle ne devrait pas être prise au sérieux. Je reviens sur ce que Seth disait, je l'ai recité, je crois, à la dernière séance, alors je vais peut-être pas le redire à chaque fois, mais c'est quand même, elle est quand même, si pour moi on pourrait la redire quasiment chaque jour, se la répéter chaque jour. C'est vraiment, vraiment important. Il disait que le jeu, alors je vais retrouver sa phrase exacte, je crois que c'est le début du chapitre 2, que vous ne prenez pas assez le jeu au sérieux et que vous prenez la vie trop au sérieux et le jeu pas assez sérieusement. Début du chapitre 3, pardon, pas du 2, du 3. D'un côté, vous prenez la vie trop au sérieux, c'est-à-dire que vous êtes comme trop impliqué. Il nous invite à prendre un petit peu de recul, mais qu'on doit quand même malgré tout vivre ce qu'on a à vivre. Et donc de l'autre, dit-il, vous ne prenez pas le jeu assez sérieusement. On ne comprend pas l'utilité d'un aspect ludique dans la vie. Le jeu pour nous, ça peut être juste un loisir, donc on ne prend pas
assez pour ce qu'il est, qui peut être comme un guide un petit peu dans nos vies. Eux, ils expliquaient qu'ils font des jeux assez particuliers, où ils jouent avec leur conscience, à envoyer la conscience, etc. Donc pour moi, ça fait le lien, il y a le même mot de sérieux. Donc ça ne veut pas dire que cette pièce n'est pas réelle ou qu'elle ne devrait pas être prise au sérieux. Nous sommes pleinement en train de vivre quelque chose, c'est juste comment est-ce qu'on est en train de le vivre. C'est ça pour moi la question qui est posée à ce moment-là. Seth dit à la suite, cela veut dire qu'il s'agit d'un rôle, mais un rôle important. Vous avez choisi d'expérimenter ce rôle quelque part. C'est ce qu'il nous dit. Donc, vivez-le avec juste ce petit décalage, cette petite compréhension, malgré tout, que vous êtes l'écrivain de vos vies, de la pièce. Justement, voilà, c'est la phrase suivante. Or, chaque acteur doit comprendre par lui-même la nature de la pièce et le rôle qu'il y joue. Chaque être humain doit comprendre, je ne sais pas quelle est cette règle, je suis toujours un petit peu méfiant quand je vois quelque chose où il y a marqué « il faut »,« on doit », c'est une règle, parce que je ne sais pas qui l'a écrit. Est-ce que c'est nous-mêmes pour nous-mêmes, ou est-ce que c'est une possibilité ? Ou est-ce que c'est devoir dans le sens où ça ne peut être que nous ? Personne d'autre ne peut nous expliquer que nous sommes en train de jouer une pièce. D'ailleurs, moi, je ne suis pas en train de vous expliquer que vous êtes en train de jouer une pièce. Je suis en train de vous expliquer comment moi, je vois la réalité à partir de différents éléments, dont, effectivement, beaucoup d'éléments qui viennent de Seth. Mais que si vous êtes toujours en train d'écouter cette vidéo, c'est que ça vous parle et que je ne peux pas vous convaincre. Je ne pourrai jamais convaincre qui que ce soit. Et en plus, je m'en fous. Enfin, ça va pas changer ma vie. Si par contre ça peut vous donner des éléments de réflexion et que vous-même de votre côté, vous convainquez, vous dites, oui, effectivement, dans ma réflexion, dans ce que je vis, ça a un sens. La manière dont cette personne explique la vie me parle. Donc vous la faites vôtre petit à petit, cette réflexion-là, peut-être en la décalant un peu, peut-être en changeant des paramètres, en n'acceptant pas tout, en continuant à réfléchir sur autre chose, en disant oui, mais moi je veux aller plus loin. Voilà, moi je vous parle de ce que je suis en train de vivre là, aujourd'hui. Donc peut-être que vous avez vécu d'autres choses et que vous cheminez plus loin, à un autre niveau, avec un autre point de vue, et très bien, vous avez forcément raison. C'est dans ce sens-là peut-être, ce devoir qu'utilise Seth. Chaque acteur doit comprendre par lui-même. On ne peut pas comprendre pour vous. C'est à vous à votre manière, de vous approprier une réflexion, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez vous-même vous reposer la question, vous allez entendre quelqu'un se poser la question, vous referez votre cheminement qui est logique ce jour-là, et que sans doute 6 mois, ou 3 ans, ou 5 ans, 10 ans après, le raisonnement aura évolué un peu, beaucoup, énormément, éventuellement. Comprendre par lui-même la nature de la pièce et le rôle qu'il y joue. Il doit, dit Seth, se réaliser lui-même à partir du cadre tridimensionnel de la scène théâtrale. Le monde physique nous permet de réaliser un état de création particulier dont nous avons besoin pour comprendre comment fonctionne la réalité au sens plus large. On expérimente dans la réalité physique des éléments qui nous nourrissent nos réflexions, notre compréhension, notre manière d'agir en dehors de cette réalité physique, y compris dans la réalité globale. La réalité physique a certaines règles particulières qui font que c'est intéressant d'expérimenter certaines choses dans ce cadre-là, et malgré tout ce qu'on a expérimenté, on peut s'en resservir
à d'autres niveaux de conscience pour continuer à interagir, pour continuer à être dans l'action. La dernière séance, Seth insistait beaucoup sur le fait que nous étions en train d'apprendre en agissant. C'est exactement, voilà, c'est ça, le début de la page 88. L'entité, notre moi profond, apprend en agissant. C'est parce que nous sommes en train d'expérimenter quelque chose que ça nous touche, que ça nous questionne, que ça nous change, peut-être un raisonnement qu'on avait à un moment donné. C'est voilà, j'ai compris la vie de telle manière, et puis finalement, non, ça fonctionne pas. Ou telle personne me dit que lui, il expérimente différemment, donc ça me refait voir sous un autre point de vue ce que peut être la réalité, et on continue d'expérimenter. Chaque acteur, chaque personne doit se réaliser lui-même à partir du cadre tridimensionnel, la réalité physique, de la scène théâtrale. Les deux paragraphes que je viens de lire, où alors souvent, voilà, moi je fais des marques, donc c'est ceux-là, voilà. Voilà, c'est cela, on est juste dans ces paragraphes-là. Vous voyez, voilà, c'est ma manière, moi, de noter. Je prends beaucoup de notes en lisant. Je souligne, j'entoure, je mets un petit panneau attention, c'est très important. Ça me rappelle, je crois que c'est le psychologue à Taïwan, ou une des personnes qui fait des guidages de lecture des livres de Seth à Taïwan, en tout cas, je sais plus si c'est le psychologue ou le médecin, bon, peu importe. Il disait, la première fois que je lis un livre de Seth, je souligne à peu près la moitié du texte en disant c'est super important. Et la deuxième fois, quand je relis, je souligne l'autre moitié que je n'avais pas encore souligné, en me disant c'est aussi important. Alors bon, moi j'en suis pas de là, j'essaie quand même de me dire que tout le texte est très très intéressant. J'essaie, moi, d'attirer mon attention quand je relis sur des parties particulières, des paragraphes ou des phrases. Là, ces phrases-là, depuis quasiment le début du chapitre, il y a beaucoup d'endroits où ça me semble vraiment parler de ce qu'on vit au quotidien. Donc ça fait beaucoup plus de sens pour moi que d'autres chapitres. Là, il est au cœur vraiment de son sujet, Seth, avec en plus un point de vue, comme je disais la dernière fois, assez unique. Voilà, j'ai pas encore trouvé en tout cas d'autres auteurs ou courants spirituels, théories, courants religieux, peu importe, qui expliquaient la réincarnation de cette manière-là, avec vraiment une grande cohérence. Et de parler en plus de ces moments, là on vient de parler des moments où nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas abandonnés. Si nous faisons attention dans notre vie quotidienne, notamment au sens interne, et c'est pour ça que Seth va en parler beaucoup et essayer d'expliquer, et c'est pour ça que j'ai déjà mis en ligne l'exercice sur les sens internes, qui viendra un petit peu après dans ce chapitre. C'est un des premiers exercices que Seth nous demande de faire, d'expérimenter. Et ça développe la connexion. Je pense que ça fait partie quand il dit qu'il y a d'autres moments en dehors du rêve et du sommeil, où on peut voir en toute clarté qu'on est entouré de décors, qu'on est sur scène. On peut le sentir de manière intuitive, mais on peut essayer de créer des moments dans notre vie pour essayer plus de se connecter à ça. Se connecter à nos sens internes, parce que ça nous donne beaucoup de réponses, ça nous structure. On a remarqué, en tout cas d'un point de vue scientifique, qu'on a besoin d'une certaine dose de sommeil. Il y a besoin d'un équilibre. Alors, je ne sais pas d'où en est la recherche, notamment en neurobiologie, sur l'explication, mais pourquoi on dort ? Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil ? Qu'est-ce qui se passe dans les rêves ? Pourquoi le cerveau a besoin d'une coupure ? De quelle coupure on a besoin ? Les personnes, notamment les navigateurs en solitaire, je crois qu'ils dorment par période, je sais plus, c'est une demi-heure ou, enfin, c'est
très très court. Je crois pas que c'est même pas 1 heure pleine, il me semble. 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. Alors, plusieurs fois dans la journée, bien sûr, heureusement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de déconnecter comme ça le cerveau ? Là, 7, il dit que ça correspond à des périodes où on est connecté à nos sens internes. On est connecté à notre entité multidimensionnelle, celle qui c'est tout, enfin à nous finalement. On se reconnecte à nous. Et donc il est important de régulièrement se connecter à nous. D'ailleurs, Seth, un peu plus tard dans le livre, expliquera qu'il vaudrait beaucoup mieux passer maximum 10 heures de suite, soit endormi, soit réveillé. Et donc il faudrait en milieu de journée, forcément, faire une période de sommeil. Et que c'est une hérésie pour lui de rester toute la journée éveillé. Et que pourquoi, juste après le repas, à midi, on est quand même... Voilà, le début de l'après-midi est quand même assez dur, parce que Seth nous dit, mais parce que vous essayez de lutter contre le fait que votre moi veut se connecter à son moi interne, veut reconnecter à un moment donné, il y a quelque chose à nourrir. Et alors je sais que c'est comme ça avec les chats, je sais pas si on a fait beaucoup d'expérimentations sur les êtres humains, j'espère pas trop. Alors je me demande si peut-être les nazis pendant la guerre avec les juifs ont dû expérimenter des choses. Bon voilà, je vais pas chercher là-dessus, mais le fait d'essayer de priver quelqu'un de sommeil. Je sais que les chats c'est terrible, ils pètent un câble assez vite. Peut-être au bout de 24 heures ou peut-être... Oui, enfin c'est vraiment très très court. En tout cas, il me semble déjà avoir entendu des études scientifiques là-dessus, où si on prive un être humain de sommeil, je sais pas s'il devient pas un peu schizophrène, ou enfin vraiment, il y a des problèmes mentaux qui s'installent. Là, si on se dit que c'est les moments où on se connecte à nous, à qui on est, bah, nous priver de ça, oui, ça peut effectivement, ça se comprend très bien que ça nous rend complètement fou, quoi. On n'est plus connecté du tout à notre source. Donc, les informations qui viennent d'être données sont révélatrices d'un changement de ce que Seth veut nous expliquer pour revisiter un petit peu notre manière de nous comporter au quotidien, ou en tout cas d'expliquer certains éléments de notre vie, à la fois donc le rôle des rêves, du sommeil, et puis de prendre du recul au quotidien. Il enchaîne dans un paragraphe où il dit qu'il existe une grande coopération derrière ces productions décisives, et en jouant son rôle, chaque acteur commence par se réaliser lui-même au sein de la réalité en 3 dimensions. Donc il existe une grande coopération, donc la coopération entre les entités ou entre les personnalités. Quand on est en train de jouer un rôle, il y a quelque chose de collectif qui est mis en place. Nous ne venons pas tout seuls expérimenter quelque chose, mais nous expérimentons au quotidien notre expérience en rapport aux autres, ou avec les autres. Seth avait déjà expliqué qu'il y a dans les phases historiques, nous avons chacun notre propre rôle à jouer avec nos enjeux, ce qu'on a envie d'expérimenter, etc., mais qu'on participe à l'écriture de l'histoire de manière générale, chacun à son échelle, chacun à son niveau. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir un rôle très important. À certaines périodes de l'histoire, certains dictateurs, par exemple, ont eu des rôles où, voilà, on connaît les noms parce que ils sont restés dans l'histoire. Alors ça a pu créer des grandes dynasties, des grands empires, etc. Ça a pu être des catastrophes, bien sûr, humaines, pour les pays qui étaient envahis pendant ce temps-là. Ou les pays, même au sein d'un même pays, le peuple qui était maintenu un peu dans la peur pour qu'une personne garde le pouvoir. Mais en tout cas, ces personnes-là ont voulu être connues. C'est une expérience parmi d'autres. Je veux être connu d'une certaine manière.
Alors effectivement, il faut peut-être mieux être connu pour avoir gagné un prix Nobel de la paix, ou même de sciences, voilà, que d'être connu pour avoir été un dictateur et d'avoir martyrisé des peuples entiers. Mais c'est un choix parmi un autre. Hein. En tout cas, il y a ce lien. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui devient connu, il y a d'autres personnes qui sont présents pour aussi reconnaître ce rôle-là, d'où l'idée d'une grande coopération derrière chaque production. Alors il dit même des productions décisives, quelque chose, là je pense qu'il fait plutôt allusion effectivement aux grands virages dans l'histoire, aux grandes scènes de l'histoire, et que chacun devant être à sa place, à jouer son rôle, eh bien, en faisant cela, il commence par se réaliser lui-même, et le lui-même a été souligné, enfin Seth a demandé en tout cas le souligner, donc dans la version française, je redis, ça paraît en gras dans les textes, mais en version originale c'est souligné. Donc chaque acteur commence par se réaliser lui-même, mais je pense que c'est pas l'acteur qui se réalise, c'est-à-dire la personne humaine, mais l'entité globale qui se réalise, qui accomplit ce qu'elle est venue chercher à expérimenter dans cette réalité physique, la réalité en 3 dimensions. Et je vais me faire une pause ici, là, au milieu de la séance, une petite pause avant de continuer. On est au milieu d'un paragraphe, mais c'est pas très grave. On reprend, voilà, dans quelques minutes. À tout de suite.